Bienvenue à ce webinaire. Quelles sont les conditions d'implantation de l'outil de simulation du langage mots d'enfant éducation en milieu préscolaire? Alors, on est ici aujourd'hui pour en apprendre davantage sur les facteurs, les conditions pour une implantation et une appropriation réussie par les différents milieux préscolaires du Québec. Alors, voilà. On peut passer à la diapo suivante. Quelques mots dans le mot bienvenue. Bon, juste vous rappeler que c'est un projet d'innovation sociale qui réunit les acteurs du milieu éducatif, de la recherche, de la santé publique, de l'organisme Appui Enfance et les conceptrices de la solution mots d'enfant. Alors, tout ce beau monde-là est réuni ce matin pour ce webinaire. On peut passer à la suivante. L'intention du webinaire est de partager les résultats de l'évaluation de l'expérimentation mots d'enfant éducation. On rajoute éducation à mots d'enfant, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, alors, les gens qui auront le micro aujourd'hui, ma collègue Maude Nadeau, conseillère en transfert et innovation, moi-même, Hélène Brown, conseillère en transfert et innovation, je serai votre maître de cérémonie, maître de webinaire. Marie Vézina, orthophoniste de la capitale nationale et co-conceptrice de mots d'enfant. Véronique No, directrice générale de Happy Enfance. Roula Haddad, doctorante en psychologie à l'Université de Montréal et membre étudiante de l'équipe Renard sur le transfert de connaissances. Alors, et voilà le déroulement. Donc, on va vous parler un petit peu du contexte du projet pilote. C'est quoi, mot d'enfant? L'évaluation, on va passer la majeure partie du webinaire, 40 minutes sur l'évaluation, tout ce que comprend cette démarche, et ensuite une période de questions vers la fin. Alors, on se lance, allons-y pour le contexte. Maude Nadeau. Oui, bonjour. Donc, le projet pilote s'est déroulé là, de mai 2022 jusqu'à tout récemment, là, mai 2024. Donc, dans les 2 dernières années, le CETREC, les milieux preneurs, donc milieux scolaires, des milieux CPE, des milieux de garde en milieu familial, ont travaillé avec Happy Enfance. Donc, tous ces gens-là ont travaillé ensemble avec l'équipe preneur pour travailler sur le parcours de formation mots d'enfant éducation. Donc, avant l'expérimentation dans les milieux preneurs, on a travaillé avec les différents genres du milieu scolaire, des CPE et des milieux de garde pour adapter un petit peu le contenu de mots d'enfant qui était mots d'enfant santé. Adapter le contenu, faire des petites rétroactions. Puis ensuite, ce parcours-là a été expérimenté. Il y a eu, comme vous le voyez, 2 boucles d'expérimentation. Les gens ont fait le parcours. L'équipe preneur a travaillé à évaluer différents éléments, ont pris des données. On a ajusté la solution, puis on a fait une autre boucle. Dans certains ajustements, par exemple, première boucle d'expérimentation, on avait les tout petits, puis on avait les maternelles 4 ans. Puis à la suite de la première expérimentation, on s'est dit, ben, ça serait intéressant d'ajouter. Avec les milieux, on dit, ben, ça serait intéressant d'avoir aussi les milieux de maternelle 5 ans. Donc, l'autre boucle, puis on a ajouté des maternelles 5 ans pour expérimenter là, le parcours de formation. Donc, à la fin de cette expérimentation-là, avec l'équipe preneur, on a fait un atelier délibératif. Donc, pour savoir un peu plus, je vous fais jouer une petite vidéo. Les personnes les mieux habilotées pour soutenir le développement des enfants au quotidien, mais c'est vraiment les personnes significatives qui vont graviter autour des enfants à tous les jours. Donc, on a décidé de faire un atelier délibératif pour discuter de la pertinence et de la faisabilité des recommandations. Ça nous a permis de mobiliser toute l'équipe d'intervenants préscolaires. Une réflexion sur notre pratique, des petits gestes au quotidien qu'on peut faire. Pour moi, le projet Mots d'enfant met en évidence que le langage, c'est l'affaire de tous, hein, pas seulement de l'orthophoniste. Ah, excusez. Donc, Alors maintenant, OK, qu'est-ce que mot d'enfant? oui, donc, Maude, je pense que, est-ce que tu avais non, ça d'autres va. mots à dire? Non, ça va? OK. Oui. Donc maintenant, j'invite les co-conceptrices de mots d'enfant, Marie Vézina et Véronique No.
Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Marie Vézina. Je suis orthophoniste au CIUS de la capitale nationale et aussi coordonnatrice professionnelle de mots d'enfant pour le CIUS de la capitale nationale, mais aussi en soutien aux autres établissements de santé au Québec là, qui ont décidé de faire l'essai ou d'implanter là, le programme mots d'enfant dans leur établissement de santé. Donc, vous allez voir que mots d'enfant, c'est vraiment un programme de stimulation globale du langage. Donc, on est vraiment dans les astuces de stimulation qui sont bonnes pour tous les jeunes enfants. On va parler de 0 à 5 ans, mais qui ne sont pas spécifiques là, au profil ou aux besoins particuliers de chaque enfant. Donc, on n'est pas dans de la stimulation ciblée, on est vraiment dans de la stimulation globale. Initialement, ça a vraiment été développé pour le réseau de la santé et des services sociaux, parce qu'on a des énormes listes d'attente, beaucoup d'enfants qui ont des besoins. Malheureusement, on a une pénurie de professionnels, on n'arrive pas à offrir des services suffisamment rapidement aux enfants. Donc, on a développé le programme Mots d'enfants afin de permettre à nos éducateurs du réseau de la santé d'accompagner les parents de façon rapide, en fait, d'intervenir le plus précocement possible pendant que les enfants sont en liste d'attente ou dans le fond, là, idéalement, peut-être pour même empêcher que les difficultés langagières s'aggravent, puis peut-être même éviter que les enfants aient besoin de services plus spécifiques en orthophonie. Donc, c'est une intervention qui est conçue pour être faite avec des éducateurs. Puis, dans le projet qui nous intéresse aujourd'hui, on a essayé, dans une visée de prévention-promotion, de voir, ben, est-ce qu'on pourrait élargir ce projet-là à d'autres milieux, comme par exemple les services de garde éducatifs à l'enfance, les maternelles 4 ans. Donc, au début, c'était vraiment, là, on se rendait jusqu'à 4 ans. Puis après ça, on a décidé de voir si on pouvait même élargir aux maternelles 5 ans. Dans le fond, l'idée, c'était de voir ben, comment on peut rejoindre le plus d'enfants possible en misant sur les intervenants terrain et sur les parents, sur les familles. Donc, pour vous donner une idée un petit peu plus concrète, tout de suite, on vous fait jouer une vidéo d'introduction qui explique c'est quoi le programme Mots d'enfants. C'est quoi ça, mot d'enfant? Je sais pas que c'est ça. À quoi ça sert? C'est qui ça? Mot d'enfant. Mots d'enfant? C'est quoi ça? Mots d'enfant, c'est un outil d'intervention en langage disponible en ligne sur plateforme web. Ça s'adresse aux parents qui souhaitent aider leur enfant à développer le langage ou encore aux intervenants en petite enfance. Ça propose des outils simples et concrets pour dépister les difficultés langagières, devenir plus sensibilisé ou mieux comprendre, savoir comment faire une demande en orthophonie et stimuler efficacement le langage. Qu'est-ce que c'est compliqué? Comment ça marche? Peut-être c'est difficile. Mots d'enfant, c'est très accessible et pas compliqué du tout. C'est un programme de stimulation du langage qui propose 6 ateliers pratiques portant chacun sur un thème différent, comme la stimulation au quotidien, les initiatives de communication, l'apprentissage des mots, la compréhension du langage, la prononciation ou les phrases. Les ateliers permettent de découvrir des techniques de stimulation simples et efficaces présentées à l'aide de capsules vidéo d'orthophonie. Des activités pratiques sont ensuite proposées pour stimuler à l'aide des livres, des jeux ou dans la routine du quotidien. Un accompagnement est offert par un intervenant, en personne ou en ligne. Le programme s'applique à différents contextes d'intervention. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne voient pas le rapport. Peut-être que vous vous dites « Oui, mais moi, comme parent, là, j'en ai pas de problème puis je le stimule bien, mon enfant. C'est mon enfant qui a des difficultés de langage. Ça fait que pourquoi vous me proposez une formation de parent au lieu de vous occuper de mon enfant? » Puis peut-être même que ça vous ennuie un peu une formation de parent parce que vous aimeriez bien mieux que l'orthophoniste voit directement votre enfant. Mais la vérité, c'est que la personne qui a le plus d'influence sur le développement de l'enfant, c'est pas l'orthophoniste, c'est vous. Pour les petits, l'intervention la plus efficace consiste à outiller les personnes importantes dans leur vie. Et ça, c'est qui? La famille, évidemment, et ensuite le milieu de garde. Pour plus de la moitié des enfants, c'est suffisant pour permettre aux difficultés langagières de se résorber. Votre enfant, imaginez-vous que c'est comme une fleur. Puis là, vous voulez l'aider à pousser puis à se développer. Il y a des fleurs qui poussent toutes seules, mais il y en a d'autres qui ont besoin de plus de soins. Pour l'aider à pousser, ça ne sert à rien de tirer dessus, ça ne marchera pas.
Il faut laisser du temps, évidemment, mais on peut l'aider en s'assurant qu'il y a assez d'eau, de soleil, en mettant de l'engrais. C'est à ça que ça sert, Mots d'enfant. En outillant les personnes importantes dans la vie de l'enfant, on met toutes les chances de notre côté, on prépare le terrain pour l'aider à se développer. Merci. Alors, si je résume un petit peu là, ce qu'il y a dans la vidéo, Mots d'enfant, en fait, c'est un parcours de formation qui est disponible en ligne sur une application web de transfert des connaissances en orthophonie. Par contre, ce n'est pas un outil numérique qui se tient tout seul, hein. C'est surtout une approche d'intervention humaine qui est destinée aux éducateurs. Donc, initialement, là, dans le réseau de la santé, c'était destiné à fournir une démarche d'intervention clé en main qui permettait aux éducateurs d'accompagner les parents et de les outiller sur les meilleures techniques de stimulation du langage au quotidien. Donc, l'éducateur avait toute une boîte à outils avec des capsules vidéo d'orthophonie qu'ils pouvaient visionner avec les parents. On enseignait des techniques ou des stratégies de stimulation du langage. Tout de suite après, on mettait ça en application avec l'enfant. Donc, c'est vraiment une démarche d'intervention où un éducateur accompagnait une diade par enfant. Il y a des activités pratiques qui sont suggérées, des méthodes pour offrir de la vidéo rétroaction. Les éducateurs étaient toujours en lien avec une orthophoniste conseil qui pouvait venir complémenter là, les interventions. Donc, ça, c'était pour le réseau de la santé. Puis c'est un projet qui a eu vraiment beaucoup de succès dans le réseau de la santé, qui est devenu une pratique de pointe, qui est en train de se déployer à l'échelle de la province. Et c'est par la suite qu'on s'est dit, ben là, peut-être que ce projet-là pourrait être aussi intéressant pour former le personnel éducatif dans les milieux de garde, dans les maternelles 4 ans, ensuite 5 ans, on est allé tester pour voir est-ce qu'on peut élargir puis intervenir dans une visée de prévention-promotion. Puis, il y a plein de travail qui a été fait pour passer de la version santé à la version qu'on appelle éducation, parce qu'on était dans des contextes quand même très différents. Donc, dans le réseau de la santé, on forme des parents qui interviennent en individuel avec leurs propres enfants dans le contexte familial. Puis maintenant, si je vais dans le réseau des CPE, des bureaux coordonnateurs, des milieux familiaux, des maternelles 4 ans, potentiellement 5 ans, bien là, c'est tout un autre contexte. Donc, on n'est pas avec des parents, mais on est avec du personnel éducatif qui a davantage de connaissances sur le développement de l'enfant, qui n'intervient pas en individuel, mais dans un contexte de groupe, puis dans le cadre de leur travail avec des mandats éducatifs qui sont différents. Donc, le projet qu'on a fait, c'est vraiment d'aller adapter, d'aller tester, est-ce que c'est une intervention qui est pertinente dans les réseaux de l'éducation. Je vais laisser ma collègue Véronique continuer. Ton micro est fermé, Véronique. Bon. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Merci D'accord, beaucoup, désolée, Véronique. mon micro, tout semblait ouvert. Merci beaucoup, Marie. C'est très bien expliqué et très bien résumé. Donc, effectivement, c'était de voir si l'approche était pertinente, puis est-ce qu'elle répond aux besoins. Puis, ultimement, de voir comment est-ce qu'on peut aller rejoindre davantage d'enfants en prévention-promotion, parce qu'on le sait très bien qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne se rendent même pas aux services qui sont offerts dans le réseau public de la santé. Alors, tous les milieux de garde éducatifs et le milieu scolaire en bas âge est un milieu, en fait, tout à fait propice pour poursuivre la stimulation globale du langage. Peut-être tout ce que je pourrais ajouter, c'est que Mots d'enfant actuellement est traduit en français et en anglais, donc ça ouvre la porte également à des intervenants pour qui leur langue maternelle n'est pas le français. Dans certains cas, Mots d'enfant a également été offert dès maintenant là, dans le réseau de l'éducation par des orthophonistes à certaines familles ciblées. Puis dans ce cas-là, pour les familles plus vulnérables, il y a également des boutons de lecture orale, ce qui facilite l'accès pour ces familles-là. Et également, il y a actuellement des traductions qui sont faites en Innu de par un autre projet de collaboration qui est fait actuellement avec le réseau de la santé. Mais il y a également plusieurs traductions en Innu là, qui sont disponibles pour les familles autochtones. Donc, il y a ça. Puis, peut-être le dernier point, c'est à la fin, on va le reformuler, mais s'il y a des participants qui souhaitent, à la suite du webinaire, avoir accès à des accès démo gratuits, il suffit d'écrire à Pied Enfance. On va vous donner l'adresse à la fin, là, et de mentionner que vous avez participé au webinaire. Donc, peut-être juste terminer en remerciant les milieux preneurs qui ont accepté
très généreusement d'offrir leur temps, leurs compétences, leur expertise pour venir bonifier, venir contribuer à ce projet-là, puis venir évaluer si oui, c'était possible ou non d'offrir mots d'enfant dans les services de garde éducatifs et dans les écoles. Et un merci aussi spécifique au CITREC et au Renard là, pour leur expertise, tant au niveau évaluation d'implantation qu'expertise au niveau du réseau de l'éducation. Donc voilà, je vais passer la parole à Hélène. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, effectivement, que nous aurions dû enlever le partage d'écran pour que vous puissiez voir la personne mieux. Euh, on va le faire dans la prochaine partie. Euh, Présentation de l'évaluation. En fait, je vous dis la prochaine partie, mais il y a beaucoup de contenu là, que notre doctorante en psychologie, Roula Haddad, a préparé. Euh, Roula, je le mentionne, est membre étudiante de l'équipe Renard sur le transfert de connaissances. Alors, Roula, je t'invite à ouvrir ton micro et on va arrêter le partage de cette présentation-là pour te laisser le contrôle du partage. Alors, quand tu es prête. OK. Merci Hélène et bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui parmi vous pour vous présenter l'évaluation de mots d'enfants, de la mise en œuvre donc, de mots d'enfants dans les milieux éducatifs préscolaires du Québec. Je veux juste m'assurer que le partage d'écran est correct. Tout est bon, je peux... OK. D'accord. D'accord, donc juste pour mentionner de nouveau que la démarche d'évaluation a été menée par l'équipe Renard sur le transfert des connaissances donc de l'Université de Montréal et qui est le premier regroupement transdisciplinaire québécois consacré à la recherche sur le transfert des connaissances dans le domaine des interventions sociales. Donc, voilà le plan de la présentation. Je vais commencer par vous présenter la démarche d'évaluation menée par l'équipe Renard. Ensuite, je vais passer aux recommandations qui ont été formulées et à l'atelier délibératif qui a été organisé. Et finalement, on va passer aux données de fréquentation de la plateforme de mots d'enfants et conclure avec les limites de l'étude et les conclusions tirées de ce projet pilote. Donc, comme Maud et Hélène et les membres d'Appli Enfance l'ont déjà précisé, le parcours de formation offert par Maud Enfant a été initialement conçu pour répondre aux besoins des enfants de la protection de la jeunesse et des services de proximité en santé et services sociaux. Il a fait ensuite l'objet d'un projet pilote pour déterminer s'il pourrait être étendu au milieu éducatif préscolaire du Québec. Et les démarches d'évaluation entamées ont permis de formuler des recommandations qui permettront d'optimiser encore plus l'adaptabilité du parcours de formation mode enfant au milieu éducatif préscolaire du Québec. Donc, avant de procéder, il y a quelques terminologies qu'il faudrait retenir tout au long de la présentation. Donc, premièrement, on a responsable éducatif. Donc, les responsables éducatifs sont les personnes ressources ciblées dans chaque milieu preneur, comme les écoles, qui sont là pour soutenir les intervenants de la petite enfance qui suivent le parcours de formation. Par la suite, les orthophonistes conseils sont rattachés au milieu d'expérimentation pour agir au soutien aux responsables éducatifs et aux intervenants en même temps. Les intervenants, à leur tour, sont tous les participants qui suivent le parcours de formation en vue d'accompagner les enfants présentant ou pas des difficultés langagières. Et les intervenants peuvent être donc des éducatrices en service de garde, des enseignants, des éducateurs spécialisés, etc. Et finalement, les parents donc, sont les personnes qui bénéficient indirectement du parcours de formation au mode enfant, car l'intervenant en petite enfance leur partage des informations et certains contenus de formation, comme des capsules vidéo et des documents, ou les invite à participer à un atelier de parents. Donc, pour déterminer si le parcours de formation mode enfant peut être étendu au milieu éducatif préscolaire, deux cohortes de participants ont participé à la démarche d'évaluation. Et chacune des cohortes regroupait des responsables éducatifs, des orthophonistes conseils et des intervenants. Et la démarche d'évaluation s'est déroulée comme suit. Donc, d'abord, les responsables éducatifs et les orthophonistes conseils de la première cohorte
ont assisté à une rencontre préparatoire de 2 heures qui vise à les outiller pour accompagner les intervenants dans leur parcours de formation. Par la suite, nous avons évalué le déroulement de la rencontre préparatoire en organisant des entrevues auprès d'eux et les responsables éducatifs et orthophonistes conseils ont accompagné les intervenants dans leur parcours de formation. Nous avons ensuite évalué le déroulement du parcours de formation des intervenants de la première cohorte par le biais d'entretiens. Et à la lumière des résultats de l'évaluation de la première cohorte, nous avons formulé des recommandations préliminaires qui ont permis aux conceptrices de mots d'enfants de bonifier la rencontre préparatoire et le parcours de formation. Et par la suite, les mêmes démarches d'évaluation ont été menées auprès de la deuxième cohorte de participants. Donc, les responsables éducatifs et orthophonistes conseils ont assisté à la rencontre préparatoire bonifiée pour accompagner les intervenants et nous avons évalué le déroulement de la rencontre et suite à l'achèvement du parcours de formation des intervenants de la deuxième cohorte, nous l'avons également évalué. Et là, je tiens à préciser qu'au total, nous avons mené 28 entrevues, mais tous les responsables éducatifs, orthophonistes, conseils et intervenants ayant suivi le parcours de formation ont été sollicités pour participer aux entrevues. Donc, les démarches d'évaluation entamées nous ont permis de repérer les bénéfices perçus par les participants de la mise en œuvre du parcours de formation mots d'enfant dans leur milieu, de formuler des recommandations préliminaires pour optimiser son adaptabilité au milieu ciblé et d'organiser un atelier délibératif basé sur ces recommandations. Nous avons finalement eu accès aux données statistiques de fréquentation de la plateforme et je vais vous présenter le tout sous peu. Donc, quels sont les bénéfices perçus par les milieux éducatifs préscolaires du parcours de formation mots d'enfant? Donc, d'abord, selon les participants, mots d'enfant représente un bagage d'outils indispensable pour intervenir auprès des enfants en milieu éducatif préscolaire, donc que ce soit des enfants qui présentent ou pas des difficultés de langage. Mots d'enfant permet de se rappeler des techniques efficaces à appliquer auprès des enfants. C'est un outil qui permet d'améliorer ses connaissances et ses pratiques auprès des enfants et des parents. Mots d'enfant regroupe un contenu utile pour les intervenants et les parents formés ou pas dans l'accompagnement des enfants. De plus, selon les participants, Mots d'enfant présente des stratégies transposables à la réalité pratique des intervenants et applicables dans la routine quotidienne des enfants. Et finalement, les intervenants, les participants, donc les responsables éducatifs, orthophonistes, conseils et intervenants, ont noté que suite à l'application des stratégies offertes par Mots d'enfant, ils ont perçu des changements positifs chez les enfants, comme une volonté de vouloir communiquer, un enrichissement du vocabulaire, etc. Donc, on passe à présent aux recommandations qui ont été formulées et à l'atelier délibératif. Donc, tel indiqué, suite à l'évaluation de la mise en œuvre du parcours de formation mots d'enfant dans les milieux éducatifs préscolaires, 11 recommandations ont été formulées pour optimiser d'abord le déroulement de la rencontre préparatoire des responsables éducatifs et orthophonistes conseils et pour bonifier le parcours de formation des intervenants dans le but de le rendre encore plus adapté aux besoins et contextes des publics cibles. Et là, je tiens à indiquer que selon les participants, et comme on l'a vu dans la diapositive précédente, Mots d'enfant regroupe plusieurs bénéfices et les participants ont vraiment perçu son utilité dans leur pratique, mais les recommandations qui seront présentées sont pour optimiser encore plus son adaptabilité au milieu éducatif préscolaire du Québec. Donc, par la suite, nous avons organisé un atelier délibératif auprès des publics cibles pour formuler les recommandations finales. Et là, je tiens à indiquer que les ateliers délibératifs représentent une stratégie de transfert des connaissances et permettent de combiner à la fois les résultats de la recherche et les points de vue, les expériences et les connaissances tacites des personnes qui seront impliquées ou affectées par des décisions futures concernant une question prioritaire.
Et environ 2 semaines avant l'organisation de l'atelier délibératif, une note d'orientation ou bien une note de politique a été diffusée aux participants. Donc, cette note d'orientation ou de politique consiste en un document court qui utilise des graphiques et du texte pour résumer les éléments clés donc de la recherche et fournir une explication du projet. Donc, dans le cadre de ce projet, la note de politique a fourni aux participants regroupé l'ensemble des thématiques faisant l'objet de l'atelier délibératif et en même temps, elle leur a permis de s'informer des démarches entamées dans le cadre du projet d'évaluation des résultats et des recommandations préliminaires avant l'atelier délibératif. Donc, l'équipe preneur sur le transfert des connaissances et le CETREC ont été chargés de l'organisation de l'atelier. Les responsables éducatifs, orthophonistes, conseils et intervenants ayant participé à la première ou deuxième cohorte du projet pilote ont été sollicités pour participer à l'atelier délibératif et nous avons eu 12 participants. Les membres d'API Enfance ont été également présents lors de l'atelier délibératif. Et là, je tiens à indiquer que les participants qui ont participé à l'atelier délibératif ont été également sollicités pour participer aux entretiens qui nous ont permis de formuler les recommandations préliminaires. Mais vu que les données des entretiens ont été anonymisées, nous n'étions pas en mesure de savoir si ceux qui ont participé à l'atelier délibératif ont également participé aux entretiens d'évaluation. Donc, les étapes principales de l'atelier délibératif étaient les suivantes. Donc, d'abord, nous avons présenté les recommandations issues du projet pilote et par la suite, nous avons organisé une activité en sous-groupe pour travailler sur les recommandations, voir s'ils doivent être reformulés, les classer par ordre de priorité, etc. Donc, je vais vous présenter ça en détail dans les diapositives qui viennent. Donc, pour l'activité en sous-groupe, 4 groupes de participants ont été formés. Le premier groupe était constitué des membres d'API Enfance, le deuxième groupe des orthophonistes, troisième et quatrième groupe des enseignantes ou intervenantes à la maternelle 4 ou 5 ans. Donc, comme je vous ai déjà indiqué, 11 recommandations ont été formulées pour optimiser la rencontre préparatoire des responsables éducatifs et orthophonistes conseils et le parcours de formation mode enfant. Et dans le cadre de l'activité en sous-groupe, les participants ont été demandés de répondre à 3 questions pour chacune des recommandations. Donc, ces questions consistaient, nous ont permis de voir si les recommandations doivent être formulées, quelle est l'importance de chacune. Donc là, les participants ont attribué une note sur 5 sur l'importance de chacune des recommandations. Par la suite, nous avons évalué l'impact de chacune des recommandations et la troisième question a été remplacée pour les membres d'API Enfance par la question suivante, donc pour évaluer la faisabilité de chacune des recommandations. Et donc, suite à l'activité de groupe, nous étions en mesure de reformuler les recommandations préliminaires en tenant compte des propositions des participants et également nous étions en mesure de les classer par ordre de priorité et d'identifier leur impact et faisabilité. Donc, on passe à présent aux recommandations qui ont été formulées et je vais vous les présenter par ordre de priorité. Donc, premièrement, quelles sont les recommandations qui ont été formulées pour optimiser le déroulement de la rencontre préparatoire des responsables éducatifs et orthophonistes conseils des milieux éducatifs préscolaires du Québec? Premièrement, il serait recommandé de donner aux responsables éducatifs et orthophonistes conseils accès à la plateforme quelques semaines avant la rencontre préparatoire et les encourager à naviguer sur le site de la plateforme avant la rencontre. Et selon les participants, la réception des codes d'accès avant la rencontre permet de faciliter l'intégration du contenu lors de la rencontre et donc permet aussi aux participants peut-être de préparer leurs questions à l'avance. Deuxièmement, au besoin, lors des rencontres préparatoires, il serait recommandé de composer des groupes avec un petit nombre de participants et des participants ayant des réalités et des fonctions similaires dans leur milieu de travail parce que cela a un impact direct sur l'efficience et l'efficacité du projet au sein du milieu vivant le projet. Et en fait, le regroupement de personnes partageant des réalités similaires donne aussi place aux recommandations.
Cependant, cela pourrait être difficilement faisable en raison des réalités différentes présentes et de la nécessité dans ce cas de multiplier les formations et parfois aussi en raison de l'absentéisme des participants à une rencontre préparatoire et donc à la nécessité de les ajouter, de les intégrer à un autre groupe de participants. Troisièmement, il serait recommandé de maintenir l'adaptabilité des paramètres de la rencontre préparatoire qui sont déjà présents, donc comme la modalité en ligne, le moment, la durée, le support utilisé et les outils offerts. Et cette flexibilité dans les choix des paramètres permet d'augmenter aussi le nombre de participants à la rencontre préparatoire. Par la suite, il serait recommandé que Appui Enfance offre le soutien nécessaire pour que les responsables éducatifs et orthophonistes conseils puissent bien maîtriser leur rôle et les détails logistiques de l'accompagnement des intervenants. Donc, dans ce cas-là, les intervenants auront le soutien pour accompagner, le soutien nécessaire pour accompagner les enfants. Cependant, cela est moyennement faisable selon les membres d'Appui Enfance parce que ça nécessite des ressources, mais pourrait s'opérationnaliser en prévoyant un accompagnement post-formation ou bien post-rencontre préparatoire et en ayant des experts ressources. Finalement, il serait recommandé de continuer à maintenir l'attitude ouverte présente actuellement lors des rencontres préparatoires et l'attitude ouverte aux questions et aux commentaires parce que cela a été très positivement apprécié par les participants. Donc, on passe à présent aux recommandations finales qui ont été formulées pour optimiser encore plus le parcours de formation des intervenants dans les milieux éducatifs préscolaires. Donc, d'abord, il serait recommandé de rendre nécessaire la présence d'échanges entre les responsables éducatifs et l'orthophoniste conseil tout au long de la mise en œuvre du parcours de formation. Parce qu'en fait, selon les participants, les orthophonistes conseils, selon les intervenants spécifiquement, les orthophonistes conseils sont les spécialistes du langage, d'où la nécessité d'assurer des échanges continus avec elles, surtout que parfois les intervenants ont des questions plus spécifiques sur certains cas qui peuvent être complexes. Cela serait faisable, mais nécessite peut-être une collaboration entre le réseau de la santé et le réseau des CPE, ou bien des ententes indépendantes avec des orthophonistes au privé, peut-être une plus grande implication de la part de l'orthophoniste conseil et aussi l'approbation des directions des milieux du niveau d'implication de l'orthophoniste conseil. Il a été également recommandé de donner aux parents un accès au parcours de formation et les encourager à le suivre, et de même d'accompagner davantage les familles allophones, parce qu'en outillant davantage les parents, ils pourront stimuler le langage de leur enfant, même en absence de difficultés. Cela serait faisable, mais complexe, car ça nécessiterait un engagement plus soutenu de la part de l'orthophoniste conseil et peut-être aussi une redéfinition des rôles et des responsabilités des responsables éducatifs et des orthophonistes conseils. Il serait également recommandé d'adapter encore plus le contenu au milieu éducatif préscolaire en ajoutant des capsules vidéo liées à des contextes de groupe, parce que selon les intervenants, dans certains cas, le contenu s'appliquait plus facilement à des contextes individuels qu'à des contextes de groupe. Cependant, le contenu est très flexible, donc les intervenants pourraient le réadapter, mais ils ont proposé que cette réadaptation soit aussi faite aux vidéos qui sont présentes sur la plateforme. Et la prise en compte de cette recommandation permettrait au milieu de se sentir plus concerné par les exemples et permettrait aux intervenants de se sentir aussi mieux répondus. Il a été également recommandé, nous avons encore 4 recommandations, donc je vais finir dans un instant, mais je veux que vous gardiez votre attention. Donc, il a été également recommandé qu'au besoin d'assurer aux responsables éducatifs un suivi après leur rencontre préparatoire pour optimiser le déroulement de l'accompagnement des intervenants. Et en fait, cela serait nécessaire
pour que les responsables éducatifs et les orthophonistes conseils puissent se sentir bien accompagnés. Cependant, selon les membres d'Appui Enfance, cela serait difficilement faisable, surtout dans un déploiement à grande échelle, car ça nécessiterait beaucoup de ressources. Mais il serait par contre possible d'envisager différents moyens pour assurer ce suivi, comme l'envoi de courriels de mise au point aux participants, le fait de connecter les responsables éducatifs et les intervenants ensemble, la possibilité aussi de créer un forum sur une plateforme dans laquelle les participants pourront poser leurs questions. Il a été également recommandé que dans les milieux où se trouve une orthophoniste conseil, l'encourager à s'assurer que les apprentissages sont consolidés par les intervenants. Par la suite, il serait peut-être aussi recommandé de diviser la formation en différents volets selon le niveau de connaissance des participants en matière de développement langagier des enfants, parce que cela permettrait à chacun d'aller plus loin dans son rôle respectif et de se sentir davantage concerné. Juste avant de passer à la prochaine recommandation, vu que le fait de diviser le parcours de formation en différents volets pourrait être un peu compliqué, il serait peut-être utile dans ce cas de mieux cibler les personnes qui devraient être formées. Par la suite, il serait recommandé d'enrichir le contenu des ateliers et de tenter d'aller plus loin dans les thématiques explorées parce que cela permettrait aux intervenants de trouver plus rapidement les moyens pour répondre aux besoins des enfants et peut-être sans avoir à passer par l'orthophoniste conseil. Mais il faudrait noter qu'il existe des actes réservés aux orthophonistes et aussi que le parcours de formation vise une stimulation globale du langage et non pas ciblée. Et enfin, il serait recommandé de donner le choix aux responsables éducatifs pour adapter les paramètres du parcours de formation des intervenants selon la réalité des milieux. Et cette flexibilité dans les choix des paramètres permettrait d'augmenter le nombre de participants au parcours de formation. Donc, à la fin de l'atelier délibératif qui a été organisé et qui nous a permis de formuler les recommandations finales en tenant compte des propositions des participants, le Participant Feedback Questionnaire a été administré aux 15 participants présents et l'instrument a fait l'objet d'une étude de validation et présente une bonne consistance interne et il regroupe une composante qualitative et quantitative. Le questionnaire nous a permis d'évaluer l'appréciation générale de l'atelier délibératif, l'appréciation des participants du contenu de l'atelier, de son organisation et de son animation. Par contrainte de temps, je présenterai uniquement les résultats aux 2 questions que nous avons ajoutées au questionnaire, mais si vous avez des questions sur n'importe quelle section, je pourrais vous répondre. Donc, nous avons demandé les participants s'ils recommandaient le déploiement de mots d'enfants à grande échelle. Donc, ces résultats représentent les opinions des participants et pourraient enrichir notre interprétation des résultats, mais je tiens à indiquer que cela n'a pas fait l'objet d'une démarche systématique d'évaluation, mais ça repose uniquement sur les opinions des participants. Donc, de manière générale, les participants ont recommandé le déploiement de mots d'enfants à grande échelle, mais selon eux, les clientèles principales devraient être les milieux défavorisés et les clientèles secondaires devraient être les services de garde et les parents. Il serait également crucial, selon eux, d'adopter un modèle plus systémique comme les subventions pour assurer la gratuité du parcours de formation. Et les intervenants doivent être informés que le contenu ne présente peut-être pas de nouvelles connaissances s'ils sont déjà formés dans l'accompagnement des enfants présentant des difficultés de langage, mais plutôt le contenu leur présente une opportunité de réflexion et de mise en pratique des conseils déjà connus. Les participants ont également suggéré des pistes et des idées pour déployer mots d'enfants à grande échelle. Donc, selon eux, le déploiement de mots d'enfants devrait s'opérer en ciblant principalement les milieux défavorisés et les familles ayant des besoins et non pas les gens formés en langage. De plus, le déploiement de mots d'enfants devrait s'effectuer à partir du réseau public de santé pour assurer un accès universel au parcours de formation, peut-être aussi en gardant l'accès à la plateforme, en encourageant la formation des services de garde, en donnant une licence aux parents et en leur offrant des ateliers. Les participants ont également recommandé de s'assurer que les milieux ont accès à une orthophoniste et que les responsables éducatifs sont bien formés pour qu'elles soient en mesure d'accompagner les intervenants.
On passe à présent aux données de fréquentation de la plateforme Mode Enfant. Donc, nous avons eu accès à ces données-là. Et là, je tiens à indiquer que Mode Enfant regroupe plusieurs parcours de formation en fonction des groupes d'âge des enfants. Et nous avons donc eu accès à ces données de fréquentation de la plateforme qui nous ont permis de repérer la moyenne de visionnement des vidéos de chacun des parcours ainsi que le taux de complétion de chacun des parcours. Nous remarquons que la plupart ont suivi le parcours Grandir et 52% l'ont achevé. Donc, ces taux sont quand même élevés pour un projet pilote, ce qui montre vraiment l'effort des milieux et leur implication dans ce projet pilote. Pour conclure, donc, quelles sont les limites et les perspectives de cette étude? Premièrement, il est difficile de distinguer entre les recommandations soulevées par les CPE et les garderies de celles soulevées par les écoles. Mais là, je tiens à indiquer qu'il y a eu une saturation des données lors des entretiens qui nous ont permis de formuler les recommandations préliminaires. Donc, les mêmes recommandations ont été quand même évoquées par la plupart des participants, mais vu que les données ont été anonymisées, c'était difficile pour nous de savoir si certaines seraient plus utiles aux écoles qu'aux CPE ou aux garderies. Mais le fait d'avoir donné aussi les participants la possibilité de voter sur la priorité de chacune des recommandations nous permet de voir en moyenne quelle est l'importance de chacune des recommandations qui ont été formulées. Deuxièmement, il se peut que certains participants aient exprimé des réticences lors de l'atelier délibératif pour soulever certains points, surtout qu'il y avait une équipe qui était en train de filmer l'atelier délibératif et que aussi les conceptrices du programme et les membres de l'équipe preneur et du CETREC étaient également présents. Donc, les recommandations pourraient être encore enrichies par d'autres discussions avec les participants. Et ce biais pourrait avoir également influencé les résultats sur le questionnaire d'évaluation de l'atelier délibératif parce que les participants avaient été demandés de répondre au questionnaire sur place à la fin de l'atelier délibératif. Donc, quelles sont les pistes de recherche futures auxquelles la présente étude n'a pas permis de répondre? Donc, les points que je vais présenter étaient hors de la portée de l'étude, mais ça serait vraiment intéressant de les explorer dans des recherches futures. D'abord, il aurait été intéressant de savoir si les milieux préfèrent que les responsables éducatifs soient directement issus de leur milieu ou s'ils accepteraient d'avoir des responsables éducatifs provenant de services externes comme du réseau de la santé, par exemple. Deuxièmement, il serait intéressant d'avoir des données sur la présentation du parcours de formation mode enfant aux directions des milieux ciblés et d'avoir également des données sur le processus à entreprendre pour convaincre les milieux à utiliser le parcours de formation mode enfant. Par exemple, est-ce que dans les milieux qui ont participé à ce projet pilote, les responsables éducatifs et orthophonistes conseils pourront participer à ce processus ou bien est-ce que c'est une tâche qui devrait exclusivement être faite par les membres d'Appui Enfance? Donc, ça serait intéressant d'explorer ces pistes de recherche-là. Et pour conclure, donc, la démarche d'évaluation réalisée a contribué à la formulation de recommandations visant l'optimisation du déroulement de la rencontre préparatoire des responsables éducatifs et orthophonistes conseils, ainsi que le déroulement du parcours de formation des intervenants œuvrant dans les milieux éducatifs préscolaires du Québec. Donc, lors de l'atelier délibératif, les recommandations, comme je l'ai indiqué, ont été présentées au public cible en vue de les reformuler au besoin, de repérer celles qui sont prioritaires et d'identifier leur impact et la faisabilité de leur mise en œuvre. Et le processus systématique réalisé a permis de formuler des recommandations adaptées vraiment aux besoins et au contexte des publics cibles. De plus, les résultats du projet pilote ont montré que différents facteurs nécessitent d'être revisités pour optimiser encore plus l'adaptabilité du parcours de formation. Mais en dépit de cela, la perception de l'utilité du parcours de formation et de ses effets sur les enfants montre la nécessité d'encourager les intervenants à le suivre pour mieux accompagner les enfants présentant ou pas des difficultés de langage. Il serait également recommandé de tenir compte des opinions et des moyens proposés par les participants lors de l'atelier délibératif concernant le déploiement de modes d'enfants à grande échelle dans les milieux éducatifs préscolaires du Québec. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de vous répondre. Merci.
Merci beaucoup, Laurence. Alors, je vous invite à tous à formuler votre question, vos questions, commentaires, réactions dans le chat, selon si vous êtes à l'aise. On va surveiller la conversation et, et également d'activer la main et on ouvrira votre micro. N'hésitez pas, vous avez toute une grande partie de l'équipe qui est là avec nous ce matin pour ce webinaire. Alors, n'hésitez pas à... Est-ce que du projet pilote, vous avez été mis face au fait que la famille peut déjà avoir euh, été suivie en santé à partir sur le programme Mots d'enfant, oui, où la version scolaire n'inclut pas nécessairement les parents et plutôt les éducatrices, éducateurs enseignants 4-5 ans. Bon, alors, on comprend la question que donc, si un enfant est suivi à partir du système de Je peux santé. répondre, Oui, hein, c'est Hélène, ça, si tu oui, veux? c'est ça, oui, 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 comment tu peux répondre certainement. merci. Bon, je t'écoute. Effectivement, là, les projets qui ont été réalisés avec les services de garde éducatifs à l'enfance et les maternelles 4-5 ans visaient vraiment de former ou d'outiller le personnel éducatif et non le parent directement. Donc, les parents qui avaient déjà un dossier, disons, en orthophonie à agir tôt dans le réseau de la santé pouvaient ou non avoir déjà bénéficié du soutien là, via le programme Mots d'enfant. Sauf que c'est vraiment deux choses séparées, là. Via les projets expérimentaux, les parents n'avaient pas eux-mêmes accès à l'application web Mots d'enfant. C'est vraiment le personnel éducatif qui avait accès à l'application web Mots d'enfant. Par contre, les éducateurs pouvaient partager une partie du contenu. Donc, c'était sous forme d'atelier. Hein, disons qu'une éducatrice en service de garde suit un atelier mots d'enfant. Ben, dans son atelier, à la fin, elle a la possibilité de partager un courriel avec tous les parents des enfants de son groupe. Donc, elle partage une partie du contenu, souvent une capsule vidéo. Par contre, les parents n'ont pas accès à l'application web en entier puis à l'ensemble du contenu, là. Ça permet de créer un échange entre les parents et les éducateurs du service de garde, mais les personnes qui suivaient la formation mots d'enfant, c'était vraiment le personnel éducatif et non les parents. J'espère que ça répond bien à la question. Hélène, on t'entend pas. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Ah oui, la personne répond merci, alors ça a répondu à la question. Nous avons une autre question sur le déploiement maintenant. Alors peut-être que ce sera Véronique qui nous répondra à la question. Le déploiement à grande échelle est prévu pour quand et comment peut-on y avoir accès quand ce sera le cas? Alors, Oui, puis je vois aussi, pardon, l'autre question aussi qui suit, là, qui est un petit peu complémentaire. Je vais tenter de répondre aux deux en même temps. Donc, le déploiement de mots d'enfant en éducation est déjà amorcé. Bien qu'on était encore en projet pilote, la plateforme est disponible. Il y a certaines écoles qui ont commencé à l'utiliser, certains milieux des CPE également. Donc, ce qu'on vise, là, c'est en fait, on vise passer plutôt par des collaborations entre le réseau public de la santé puis le réseau de l'éducation et des CPE pour déployer la plateforme. On est ouvert également à tous les types de collaborations. Donc, je vous invite à nous écrire là, sur l'adresse info@tapienfance.ca pour suivre si vous êtes intéressé, puis voir également c'est quoi les possibilités avec votre région, votre milieu. C'est sûr qu'il y a des coûts qui sont reliés à l'utilisation de la plateforme, comme dans le réseau public de la santé. Nous, on est un organisme à but non lucratif, donc tous les coûts qui sont reliés à ça, ben, c'est pour permettre de soutenir le développement, le R&D, le développement de nouveaux programmes, comme là, par exemple, un des prochains programmes qu'on vise développer, c'est un outil, on espère développer un outil qui va répondre aux besoins des clientèles neurodivergentes. Puis peut-être qu'également, il y a un volet qui va être développé pour l'éducation. Donc, c'est ce genre de, ces revenus-là nous permettent chez Happy Enfance à faire ce genre, toutes sortes de projets sociaux également, à développer du nouveau contenu et tout. Donc, effectivement, il y a des coûts. Puis ça va être de voir ben, comment est-ce que ça peut être articulé là, avec des subventions, ou bien avec votre milieu, ou bien avec le réseau public de la santé. Voilà. Merci beaucoup, Véronique Pinault, directrice générale de Happy Enfance. J'invite maintenant Mme Aubin, Lynn Aubin, qui a levé la main. Je ne vous vois pas, mais Oui, bonjour. oui. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend.
Oui, bonjour. Alors, en fait, j'ai deux questions. La première, est-ce que justement, on pourra suivre ces belles formations-là pour tenter de les amener dans nos milieux scolaires qui en ont besoin? Et l'autre question, je l'ai écrit en chat, là, comment faire pour être reconnu aussi pour accompagner le plus de gens possible. Est-ce que peut-être que je peux, ben, comme je disais tantôt, la formation au mot d'enfant peut être accessible dès maintenant. Donc, l'application web est déjà développée dans le réseau public de la santé. On l'utilise largement, des milliers de familles qui l'utilisent actuellement partout au Québec. Mot d'enfant est actuellement déployé dans 6 régions administratives au Québec et ça va être de plus en plus cette année. On vise à peu près la moitié des établissements publics de santé. Donc là, quand c'est déjà dans votre région, ben, c'est plus facile d'aller chercher, par exemple, des orthophonistes conseils ou d'aller chercher, de créer ce réseau-là. Nous, c'est quelque chose une formation, lorsque c'est utilisé seulement par des individus, c'est difficile à suivre. Hein? C'est difficile à suivre, c'est difficile de s'assurer que les connaissances ils sont partagées dans une collaboration, dans un projet école ou dans un projet CPE. Donc, ce qu'on favorise, c'est vraiment la création de ce genre de relations-là, la création aussi de relations avec des orthophonistes conseils. Donc, c'est pas si simple d'implanter le programme. Là, il faut vraiment que ce soit vu comme un outil, une démarche structurée d'apprentissage dans un milieu académique ou un milieu scolaire ou dans un milieu de CPE. Ça peut être fait là, par certains individus, comme je regarde justement Cathy La Jeunesse, là, qui est là également pour le bureau coordonnateur du CPE L'Essentiel. Eux autres, dans leur cas, c'est un bureau coordonnateur qui a donné des formations à plusieurs éducatrices en milieu familial. Donc, c'était quand même c'était un format qui s'appliquait assez bien, qui pourrait être utilisé comme ça. Mais il y a quand même une conseillère pédagogique qui doit être là pour structurer les interventions. Puis si vous voulez avoir plus de détails, là, je vous invite à ce qu'on se rencontre et voir plus spécifiquement pour votre milieu là, ce qui pourrait être fait. Est-ce que je peux poursuivre, Véronique? Oui, vas-y, Oui. Marie-Paulina. Donc, il y avait une partie de la question, c'est comment on peut faire pour être reconnu, on va dire, formateur mot d'enfant, là, puis pouvoir accompagner une équipe éducative, que ce soit en service de garde ou dans une école. Ben, en fait, c'est assez simple. Il faut se procurer, on va dire, un accès à mot d'enfant pour soi et pour son organisation. Puis ensuite, il faut suivre une formation qui s'adresse aux responsables éducatifs et aux orthophonistes conseils, donc vraiment aux personnes qui sont en soutien à leur équipe. Il y avait aussi une question dans le chat qui disait, est-ce que les personnes qui font un projet mot d'enfant font du dépistage systématique? La réponse, c'est non. Donc, c'est vraiment un outil d'intervention sur la stimulation précoce du langage. Il n'y a pas de dépistage systématique. Cependant, on fournit à tous les participants, et ça d'ailleurs, c'est gratuit et c'est accessible en ligne pour tout le monde, hein, même si vous n'avez pas d'accès Mot d'enfant. Sur le site web de Mot d'enfant, il y a une grille de détection des difficultés langagières. Donc, c'est vraiment un outil de repérage ou de détection des difficultés langagières gratuit, accessible à tous, et non un outil de dépistage dans le sens que ce n'est pas normé, validé, etc. Ça a été quand même révisé par plusieurs orthophonistes spécialisés dans le développement du langage des enfants. C'est un outil qui est très, très accessible, qui est très utilisé dans le réseau de la santé, là, mais aussi avec nos partenaires externes, qui est très apprécié. Donc, ça, hein, je vous encourage à l'utiliser, à le partager largement si c'est pertinent pour vous. Et même s'il n'y a pas de dépistage systématique, comme il se fait par exemple avec Agirto dans le cadre du parcours de formation mot d'enfant, ben, au début du parcours de formation, quand même, les éducateurs ou les enseignants vont être amenés à se questionner, est-ce qu'il y a des enfants dans mon groupe qui ne sont pas au même niveau que les autres? Où sont rendus les enfants de mon groupe sur ce qu'on appelle l'échelle de la communication ou l'escalier de la communication? Donc, ils vont être amenés à dire, OK, mais moi, mes enfants, ils se situent là en majorité, mais oh, j'en ai un qui est vraiment plus bas que les autres. Puis, ils vont être invités aussi à compléter la grille de détection des difficultés langagières pour les enfants pour lesquels ils ont des préoccupations et à discuter de ces résultats-là avec leur responsable éducatif ou avec leur orthophoniste conseil. Donc, ce n'est pas une démarche qui est systématisée, mais c'est une démarche qu'on va proposer pour le repérage, puis on va aussi créer, on va dire, les liens ou ouvrir le dialogue entre intervenants pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là. Est-ce qu'on doit aller plus loin pour faire un dépistage
plus complet? Est-ce qu'il y a lieu d'en parler aux parents? Est-ce qu'il y a lieu de les référer vers d'autres services? Donc, je dirais que c'est une porte d'entrée pour nous amener vers des interventions plus poussées selon les besoins. Merci beaucoup, Marie-Vézina. Il y a une question qui s'adresse un peu au contenu. Est-ce qu'il y a une différence entre le contenu du site de rester pour le réseau de la santé et donc la distinction là, entre le contenu? Oui, mais je vais répondre. La réponse, c'est que oui, il y a une distinction. Par contre, on ne réinvente pas la roue. Les techniques ou les stratégies de stimulation du langage qui sont préconisées sont exactement les mêmes. Les vidéos de stimulation du langage animées par une orthophoniste avec plein de modèles d'interaction parent-enfant sont exactement les mêmes. Ce qui va changer, on va dire, c'est l'enrobage autour. Donc, les pistes de réflexion. Donc, on va avoir des pistes de réflexion pour réfléchir à un groupe d'enfants versus à un enfant en particulier pour intervenir en contexte de groupe versus en individuel. Puis on a aussi des documents qui se sont ajoutés pour aller plus loin. Par exemple, des documents résumés ou des documents d'approfondissement qu'on a développés spécifiquement là, pour les intervenants ou le personnel éducatif, puis qu'on n'avait pas développé initialement là, pour les parents. Et c'est toutes des choses qui ont été développées en collaboration avec les gens qui ont participé à notre projet d'adaptation ou selon leurs recommandations. Bien, merci beaucoup, Marie-Vézina. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les Oui, Hélène, il y en avait une enfants, pour les sur le oui, détail des coûts sur le site web. Donc, oui, Véronique, oui, c'est ça, je te laisse répondre. Oui, merci, Maud. Non, c'est ça. Les coûts ne sont pas disponibles sur le site web. C'est vraiment selon votre milieu. Il faut qu'on voit également si dans votre région, il y a des gens dans la santé, s'il y a des collaborations à créer et tout. Je vous invite vraiment à écrire à notre équipe, là. On a une équipe qui est spécifiquement dédiée pour le déploiement de mots d'enfants dans le réseau de l'éducation. Puis on est vraiment quand même en amont, là. Donc, nous, notre besoin, c'est vraiment de répondre le mieux possible à vos besoins, d'offrir quelque chose qui va correspondre à ce que les milieux ont de besoin pour implanter. Donc, écrivez-nous, puis on va voir avec vous qu'est-ce qui est possible. Merci. Il y a d'autres questions, une dernière question, les midi. Alors, ce serait le moment de clore notre webinaire. Bon, ben, on a un commentaire qui nous dit que la découverte de ces capsules dans le cadre du travail en simulation du langage, c'est très apprécié. Merci. Alors ben, vous pouvez continuer à écrire des commentaires dans la conversation et puis inviter Maud Nadeau à... Je rajouterais, Hélène, juste un petit mot, là, qu'il y a quand même du matériel qui est accessible gratuitement en ligne pour tout le monde. Donc, si vous voulez visiter le site web d'Appui Enfance, on a les grilles de repérage des difficultés langagières. On a aussi des capsules vidéo vraiment d'informations générales, là, mais qui peuvent être pertinentes à partager, qui répondent à des questions de genre pourquoi mon enfant a des difficultés de langage, c'est quoi les risques, on lève le voile aussi sur différentes matérialités. Est-ce que c'est vrai que les garçons parlent plus tard que les filles, puis est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vrai que s'il y a deux langues chez nous, c'est normal que les enfants parlent plus tard? Fait que vous voyez des questions fréquentes des parents. On a des capsules vidéo là-dessus que vous pouvez vraiment là, présenter ou partager, là, même sans avoir d'accès à mots d'enfant. Voilà. Oui, c'était important de le nommer, effectivement. Alors, Maud, le mot de la fin, les remerciements. Ben, merci à tous d'avoir participé au webinaire aujourd'hui. Merci à Appui Enfance, merci au CIUS, merci aux milieux preneurs, donc les milieux scolaires, les milieux CPE, d'avoir participé au projet d'expérimentation. Merci à l'équipe preneur pour tous les résultats fort intéressants qui sont un début aussi pour continuer tout ça. Et vous allez recevoir le courriel, donc le lien vers pour réécouter le webinaire et d'autres publications en lien avec le projet Mots d'enfant. Donc, bon dîner et merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.